Fine. Ça filme? Ouais, ça filme. Ça tourne. C'est parti. Bonjour à tous les trois. On se retrouve, hein, on est les mêmes que la semaine dernière, quoi. Oui, c'est bon. Oui, c'est bon, on a testé les micros. Les mêmes que la semaine dernière. Donc, je représente Marie, Loïc et Pablo, et re-Pablo, le deuxième Pablo. Aujourd'hui, on va parler d'un truc qui me turlupine. C'est un truc avec lequel on avait pas mal parlé avec Pablo au début du confinement. C'est la crise de notre démocratie, la crise démocratique, mais vue du point de vue de la gauche. Aujourd'hui, il y a un constat qu'on avait tiré avec Pablo. Je pense que Marie va pas forcément être d'accord, ni peut-être toi, Loïc, que la gauche est devenue domestique, c'est-à-dire que en fait, à force de défaites politiques, de défaites sociales, de défaites idéologiques depuis maintenant plusieurs dizaines d'années. Non, voilà. Non, mais la gauche n'arrive plus, en fait, à porter un discours de véritable rupture, notamment avec l'espèce de cours naturel du capitalisme. Et que, du coup, on se serait un peu éloigné de là où la gauche est née, c'est-à-dire dans la révolution. La gauche, à la base, c'était quand même une partie du camp révolutionnaire. Et donc, du coup, aujourd'hui, où est-ce qu'on en est? On a des mouvements sociaux, on a des mouvements métasociaux, il y a des syndicats qui organisent une partie de la société, une partie de plus en plus ténue de la société, mais quand même, il y a des mouvements et des partis politiques. Mais du coup, qu'est-ce qu'on fait avec tout ça? À quoi ça sert? Enfin, qu'est-ce qu'elle a à dire, en fait, à tout ça, la gauche? Est-ce que aujourd'hui, par exemple, pour vous, alors toi, Pablo, qui est plus proche de la France Insoumise, maintenant il paraît que t'es même allé tracter. Non, il m'a dit qu'hier ça faisait longtemps, il était allé retracter pour la France Insoumise. Tellement saoulé la semaine dernière avec. J'ai dit c'est bon, je vais aller. J'y vais. Non, voilà, donc, du coup, la question, et toi, Marie, t'es à Génération, est-ce que vous pensez que ces endroits-là, c'est des endroits qui sont nécessaires en fait pour reporter dans le débat public, reporter sur la scène politique une certaine idée de la gauche? Ou est-ce que, parce qu'il y a aussi pas mal de gens qui commencent aussi à le penser, est-ce que finalement il faudrait pas dire les partis merde, ça sert absolument à rien, on n'a plus besoin de faire des élections, il faut s'organiser autrement, il faut organiser les luttes autrement, il faut faire des ZAD, faut s'inscrire dans des mouvements comme MeToo, etc. Mais surtout ne pas trop s'adresser à une structuration du politique. Oui. Non mais on pourrait imaginer en fait, tu vois, ne plus imaginer que la structure en fait partidaire, exactement. T'en penses quoi? Moi j'en pense que la structure partidaire, je vais peut-être poser le débat un peu brusquement, mais que la structure partidaire elle est nécessaire mais pas suffisante par rapport à tout ce que tu viens de dire, et qu'en fait une fois qu'on s'est dit est-ce qu'on pourrait passer par tout le reste et rien faire de partidaire, on n'a quand même pas exactement organisé comment on prend les rênes de la société, hein. On peut lutter contre ou pour un sujet ou un autre, mais on n'a pas réglé le problème de comment on essaye d'organiser le tout, quand même, avec une volonté de victoire. Nécessaire, pas suffisante, ok, et probablement assez largement en crise. Et là-dessus, je pense qu'on sera relativement tous d'accord, c'est-à-dire que effectivement, le souffle qui poussait vers des partis, aujourd'hui, il est quand même pas très fort, on va dire ça comme ça. Et ça pose des questions, à mon sens, aussi bien aux partis qu'aux mouvements sociaux, qu'aux individus dans le collectif et de la place qu'ils veulent prendre dans des collectifs. C'est vrai des syndicats qui sont essoufflés, c'est vrai du tissu associatif qui est à la fois très dense et qui en même temps, là, traverse une période pas simple. Alors peut-être qu'elle est liée au Covid, mais quand même pas que. Et c'est vrai pour les partis politiques. On a des mouvements sociaux, sociétaux qui ont pris une ampleur importante, alors pas inégalée, mais importante. Je pense à MeToo, je pense au mouvement climat, et ces gens-là aujourd'hui, aux Gilets jaunes, ces gens-là aujourd'hui, ils n'ont pas ressenti l'envie de s'investir ni dans des structures syndicales, ni dans des structures partidaires. Donc ça nous pose question, mais de là à dire que, tu vois, il faut jeter le bébé avec l'eau du bain, il y a peut-être un petit delta. Pablo? Je ne sais pas comment on peut commencer le débat sur ces questions. Déjà, essayer de regrouper, d'essayer de discuter de quoi on parle. Est-ce qu'on dit c'est une crise dans les institutions?
Donc, est-ce qu'on tourne le débat sur la République telle qu'elle est organisée aujourd'hui, et donc ses acteurs, les partis, les syndicats, etc. Ou est-ce qu'on pense qu'il y a une crise politique, une crise des institutions qui dérive d'autre chose de plus grand également, en ouvrant la focale et en disant, moi, c'est ma position personnelle, c'est une crise du capitalisme, une crise organique, à un moment où qu'est-ce qui se passe? On a une crise d'hégémonie de la classe dirigeante, c'est-à-dire que la possibilité d'arriver à produire le consentement, c'est pas moi, hein, là je recrache vite fait du Gramsci, mais la possibilité de produire du consentement sur l'état d'organisation de la société, le capitalisme, les rapports de domination qui existent, le racisme, le sexisme, etc., est remise en cause. Et du coup, on a une classe dirigeante qui devient classe dominante. Gramsci, elle est déclassée en classe dominante. Elle n'a plus la possibilité de produire le consentement, donc elle domine, donc répression. C'est ce qu'on a vu dans les derniers mouvements sociaux. Et c'est ce que des populations connaissent depuis longtemps. Et de fait, il y a une démonétisation des organisations traditionnelles parce qu'il y a une démonétisation des mécanismes de régulation dont la société s'était dotée pour pouvoir permettre aux aspirations de s'exprimer. Donc voilà, moi c'est ça que je pense qui est l'origine des choses actuelles. Alors après, ma position personnelle, c'est que je crois fondamentalement dans la possibilité d'organiser, dans la nécessité, pardon, de s'organiser politiquement, donc dans une structure politique. Pendant un moment, je dois dire que moi-même, j'ai réfléchi sur le rôle du parti, pas le rôle du parti. Dans le PC, on avait des débats comme ça et tout. Je suis pas un fétichiste du parti, mais je pense quand même que je suis finalement un fétichiste d'une organisation politique qui a pour but de dire, nous avons à charge l'organisation idéale, production d'idées, l'organisation concrète des relations humaines, un peu sur le modèle de ce qu'ont pu être les partis de masse, c'est-à-dire organiser l'activité utile au quotidien des gens, ne pas se contenter des élections, et du point de vue de notre camp social, la capacité à être à la fois un pied dedans, un pied dehors. C'est-à-dire un pied dans les institutions, pour pouvoir porter les messages, pour pouvoir prendre le pouls de la situation, et un pied dehors, c'est-à-dire à être articulé avec les luttes. Et je pense que c'est là où on a beaucoup failli, et il faut se demander pourquoi, et peut-être parce que on a des propositions démocratiques qui se sont affaissées. Finalement, je relisais avant pour préparer l'émission, et je vais m'arrêter là-dessus, les propositions, par exemple, du mouvement socialiste avant la fin du 19e siècle, etc. Et l'idée, c'est de dire, la démocratie, il faut aller la pousser, il faut aller ailleurs que simplement, Jaurès, dans un très beau discours, il dit, on a fait du peuple une assemblée de droits, mais dans l'entreprise, dans un certain nombre de domaines de la vie, il peut être à la rue très vite. Et donc, moi, c'est ça ma question. Actuellement, il y a plein d'aspirations. Ces aspirations, vous en avez parlé, on en reparlera en détail, les gilets jaunes, etc., etc. Je ne pense pas qu'elles trouveront une résolution à court terme sans une ouverture sur c'est quoi la base démocratique sur laquelle on veut discuter. Est-ce que c'est changer les institutions? C'est une nécessité. Ou est-ce que c'est aller changer ailleurs? Et c'est là où on va retrouver les clivages dont on discutait la dernière fois, à gauche, parce que ça m'intéresse peu de parler à droite, mais de dire, bon alors, comment on ouvre la discussion sur le rapport capital-travail, le rapport femmes-hommes, le rapport du racisme, et comment on va aller travailler sur ces questions par les instruments de la démocratie. Moi, je rejoins quand même pas mal ce que tu dis, parce que je pense que aujourd'hui, y compris l'investissement dans toutes les formes de collectifs, en fait, elles sont quand même coûteuses. Elles sont coûteuses en temps, elles sont coûteuses en énergie, et c'est des formes, malgré tout, qu'on retrouve peu dans notre société. Et là où on peut trouver parfois que nos partis faillissent par un manque de formation, un manque d'accompagnement, etc., ils faillissent aussi parce que la vie militante, c'est une vie coûteuse, mais comme la vie associative est une vie coûteuse en énergie, en investissement, en suivi sur le long terme, la vie démocratique, c'est aussi une vie où on perd, et ça, c'est une vraie difficulté aujourd'hui d'arriver à avoir un ensemble, un collectif dans lequel il y a des minorités qui évoluent, qui deviennent parfois des majorités, qui reviennent des minorités. Bref, il y a une vie démocratique, je veux dire, comme on la vit à l'échelle d'un pays. Les gens sont, je pense, aujourd'hui peut-être moins prêts qu'à certaines autres époques, moins attachés au collectif pour accepter ces moments où ils vont être mis en difficulté, où on va leur demander du suivi, où on va leur demander un investissement long, parce que c'est à l'inverse du mode de vie, pour le coup, hyper individualiste qu'on a aujourd'hui. Et je veux dire, aujourd'hui, on atteint quand même le paroxysme, c'est-à-dire que tu peux commander un truc sur Uber, je sais pas quoi, ou tes courses, et être livré dans la demi-seconde. Bon, le militantisme, c'est tout sauf ça. C'est-à-dire qu'en fait, on a beau essayer de se moderniser, de changer les formes, en fait, on n'appuie pas sur un bouton et pouf, le tract arrive et demain matin à 8h, j'ai 10 gars pour aller devant le métro et la semaine d'après... Les Gilets jaunes, c'était quasiment ça. Hein. Des groupes Facebook qui...
Oui, Un mais du message coup, sur vous. aujourd'hui, on voit bien que la traduction à moyen terme de ce mouvement plus ou moins spontané, elle a du mal à se faire. Elle a du mal à se faire parce que, au-delà de l'émotion que tu peux avoir à un moment donné qui va avec tes revendications, etc., structurer sur du plus long terme, c'est hyper exigeant. Et c'est hyper exigeant, y compris sur la vie quotidienne, etc. Et je pense qu'aujourd'hui, c'est pas extrêmement valorisé dans nos univers et que c'est très contraignant. Euh, En plus du fait que je te rejoins, au-delà de cette dynamique qui va à l'encontre de ce qu'on rencontre au quotidien aujourd'hui comme mode de vie, on a aussi une problématique d'expression de choix politiques. C'est-à-dire, à la fin, c'est quoi l'opportunité politique qu'on propose? C'est quoi la place de la question démocratique? Pas juste au sens de savoir si on en fait un peu plus, un peu moins au tirage au sort, est-ce qu'on fait un peu plus, un peu moins d'élections, un peu plus de listes, un peu plus de trucs uninominaux, bref. C'est, c'est quoi la valeur qu'on donne aujourd'hui à la question démocratique, qui pour le coup est, à mon sens, euh, au cœur de la question de la gauche et de la construction de la gauche et au cœur de la question demain de l'écologie, parce que, y compris la radicalité des changements auxquels on va avoir à faire face, font peser sur nous quand même un risque sur la question démocratique qui est majeur. Je veux dire, il y a pas de meilleure manière que de faire face à un risque radical que de prendre des mesures radicales et non démocratiques. Mhm. Juste avant de te donner la parole, Pablo, par rapport en fait au constat, moi je sais pas si je suis très d'accord avec ce que tu dis parce que toi tu parles, je pense que tu fais beaucoup référence au mouvement ouvrier où il y avait cette interpénétration en fait de mouvements on va dire locaux, de mouvements syndicaux, de mouvements de salariés dans leurs entreprises, d'ouvriers, etc. Avec le monde politique, tu vois, pendant tout un temps dans la gauche française. Mais il s'avère qu'il n'y a pas que cet endroit-là, en fait, des luttes. Si tu prends, par exemple, d'autres histoires, par exemple, l'histoire des féministes ou l'histoire des homosexuels, tu vois, ces histoires-là, elles étaient dans un monde qui était assez séparé du politique. Je dis pas qu'elles n'avaient pas des répercussions sur le politique, mais par contre, elles se positionnaient plus en rapport de force avec le politique plutôt qu'en interpénétration. C'est-à-dire que tu avais des mouvements, si tu prends par exemple les homosexuels ou si tu prends les mouvements féministes, qui n'avaient pas, elles avaient pas, les féministes, elles n'avaient pas pignon sur rue, enfin elles n'avaient pas voix au chapitre véritablement dans les partis jusque dans les années, on va dire 90. Pour autant, il s'est passé des choses. Par exemple, il y a eu la loi sur l'avortement. Et la loi sur l'avortement, elle est arrivée. Alors, tu as dit oui, moi je parle que de la gauche, je parle pas de la droite, mais la loi sur l'avortement, par exemple, elle est arrivée à un moment en fait, il y a une victoire en fait du rapport de force en fait entre les féministes et le politique. Et qui a été en plus porté par un gouvernement de droite qui était le gouvernement de Giscard. Donc, genre, je suis pas certain que cette interpénétration, elle soit, c'est toi qui as utilisé le mot interpénétration, tu vois, elle soit hyper nécessaire. On peut aussi envisager que les mouvements sociaux ou sociétaux se positionnent dans un rapport de force en fait par rapport aux politiques et le fassent plier en fait à certains moments plutôt que aller sans arrêt discuter avec eux de bout de gras autour d'une table à l'Assemblée nationale. Bon, déjà, une remarque, c'est que c'est Giscard, c'est dans le gouvernement Giscard que ça a amené, mais enfin, sans les voix de la gauche, cette loi, elle serait jamais passée. Et surtout, moi, j'entends le mouvement social comme un événement extrêmement politique. La question de séparer le social et le politique, c'est une illusion, genre bourgeoise, si j'ai envie de faire de la provocation. C'est-à-dire que, véritablement, Ça la n'arrive question jamais. politique, c'est l'organisation collective pour faire quelque chose en commun. Hein? Déjà, c'est d'ailleurs marrant que souvent on parle de la démocratie sur le bureau de vote. Alain Badiou, il me fait rire, il dit la politique, c'est avoir à être tous ensemble et le vote, c'est être dans un isoloir. C'est quand même une figure très particulière de la politique. Bon, et donc du coup, sur ce que tu disais tout à l'heure et tout sur les partis, c'est très exigeant, ça je suis d'accord. Mais je pense que c'est plutôt une question de démonétisation des appareils par rapport au fait que leur rôle historique ont été remis en cause. Ce que je veux dire, c'est qu'aujourd'hui, il y a un bouillonnement, une ébullition du monde associatif, par exemple. Il y a beaucoup de gens en France qui font plein de choses, et sur toutes sortes de sujets. Hein.
Et je pense qu'il y a une montée du monde associatif au moment où il y a aussi une démonétisation d'autres appareils. Enfin, c'est assez incroyable de regarder les chiffres. Je peux pas dire de bêtises, mais le nombre de personnes qui sont membres dans des associations. Alors bien sûr, il y a, je m'occupe d'un caniche, Oui. club de bridge et ce qui est très bien hein, en termes de lien social, je ne critique pas. Et de l'autre côté, des gens qui sont en train d'essayer d'aider des gens, des exilés qui passent les frontières, c'est pas la même chose, mais il y a un bouillonnement. Je pense que ce bouillonnement, il est dû au fait que les gens se sentent utiles, permettent d'avoir des activités où ils ont l'impression concrètement de faire des choses, alors que dans les partis politiques, ils ont l'impression d'être en échec quand ils sont à gauche, d'être en échec dans la possibilité de se faire entendre, et que dans les syndicats, les mécanismes de la négociation collective ont été complètement détruits. Ils ont démantelé la place de la démocratie sociale qui avait tenté d'installer les communistes à la suite de la guerre. Ok, on pourra revenir en détail là-dessus. Et bon, aujourd'hui, les organisations syndicales ont des grandes difficultés parce que le dialogue social, c'est en fait ferme ta gueule, on veut pas t'en entendre. C'est ce que je disais la dernière fois. Le cadre du compromis à ce niveau-là est terminé. Il n'y a plus de volonté de discussion de la part du patronat. Et donc, dans cette question-là, il y a un moment où la crise, c'est le fait que les groupes sociaux se détachent donc des représentants traditionnels. Et d'ailleurs, les mouvements qu'on voit, c'est ce que tu disais aussi avec les féministes, c'est toujours la même chose. C'est un renversement du rapport représentant-représenté. Les féministes dans les années 70 ont dit on va pas attendre qu'on nous représente, on va parler en notre nom, et c'est très politique. Bon, et là, c'est la même chose. Qu'est-ce qui se passe? On a 5 mouvements. Les révolutions, enfin, la révolte des banlieues. Je pense qu'il faut vraiment assumer le terme révolte, parce qu'au fur et à mesure que se développe le mouvement, on le voit très bien, les références à l'assassinat de Zina Yabuna est de moins en moins fort. De plus en plus, on parle des conditions sociales, des conditions du vécu du racisme, des violences policières, etc. Le mouvement des Gilets jaunes, c'est la même chose. Finalement, si tu regardes, les Gilets jaunes, c'est le petit salariat qui ne connaît pas le syndicat dans l'entreprise et qui sait que son rapport de force ne peut pas être avec son patron. Ils sont dans des petites structures. Le patron, c'est quelqu'un qu'ils connaissent, c'est quelqu'un, ils savent que c'est pas de lui qu'ils vont obtenir quelque chose. Et d'ailleurs, les revendications se posent sur l'État, sur augmentation des aides sociales, du SMIC, des salaires, etc. Le mouvement MeToo, vous en avez déjà parlé. Et ce que je trouve intéressant dans le mouvement climat, c'est que c'est peut-être celui qui remet le moins en cause le rapport représentant-représenté. Il y a une diaspora écologique qui fonctionne pas de la même manière que les communistes avaient. Ouais. Enfin, je pense que sur ce point très précis, même si c'est entre guillemets un sujet par rapport à l'ampleur du sujet pris en entier, mais sur le rapport représentant-représenté, je pense que notamment dans les mouvements climat, en fait, je pense qu'il y a plein de gens qui viennent, qui pour autant, en l'occurrence, ne votent pas tous écolos, ne se sentent pas tous pris dans ces mouvements de représentation, et ça se voit encore plus sur des luttes très locales. Je veux dire, dans les Hautes-Pyrénées, il y a une méga série qui devait s'installer, viennent des gens dont je suis à peu près certaine que, je veux dire, c'est pas leur mode de représentation premier que d'être dans un parti, et qui effectivement montent des ZAD, etc. Et je pense que c'est pas à l'opposé de construire un parti ou de militer dans un parti, mais c'est complémentaire. Et ce qui est intéressant, c'est la mise en scène de la désobéissance. C'est-à-dire que pour moi, c'est pas une vraie désobéissance. Il y a des actions de vraie désobéissance. Mais enfin, quand Extinction Rebellion occupe la place du Châtelet avec l'autorisation de la préfecture de police, on fait mieux comme une sorte de désobéissance. Par contre, il y a cette intuition que la désobéissance doit être mise en scène, c'est-à-dire que l'impossibilité de se faire entendre, c'est d'accuser l'ensemble de la classe politique, vous êtes tous responsables, vous n'avez rien fait, et de mettre en scène la désobéissance pour dire, voilà, encore une fois, les mécanismes de l'expression, de la possibilité, etc., de s'exprimer ne sont pas en place. Donc la question, c'est qu'est-ce qu'on fait ? Oui, parce que c'est intéressant, parce que tu dis que la désobéissance, elle se fait à l'égard de l'ensemble de la classe politique, c'est-à-dire gauche comprise, gauche radicale comprise. Du coup, sur la question, mais sur la question du climat, je veux dire, on peut après comparer, tu vois, chacun petit bout par petit bout, mais je pense globalement qu'il y a c'est à la base pas mon genre de séparer des classes d'âge ou des catégories de population, mais c'est sûr que la génération qui arrive là, elle se dit que la génération qui a eu René Dumont comme comme candidat à la présidence de la République a pas réagi exactement à la hauteur des ambitions du bazar, quoi, hein, et que maintenant, la mer elle monte et que en fait la question ça va être et de faire en sorte qu'elle monte pas encore plus haut que ce qui est prévu qu'elle monte, et ensuite de monter la digue pour faire en sorte que les gens qui vivent de l'autre côté, ils soient pas complètement noyés.
Donc, Mais c'est ça qui est assez intéressant, c'est que en fait tous les deux vous êtes dans des structures, dans des mouvements ou dans des partis, tu vois, que ce soit la France Insoumise ou Génération. Et la question c'est pourquoi les jeunes du climat? Non mais pourquoi? Non mais c'est vrai, pourquoi les jeunes du climat ils vont pas voir Jean-Luc Mélenchon ou Benoît Hamon ou je sais pas C'est qui plus large que ça en Génération. fait. Pourquoi les partis sont exclus depuis Nuit debout, les Gilets jaunes, le mouvement climat, MeToo? Nuit debout, c'était flagrant, genre on veut pas vous voir. Oui c'est ça, ça se fait pas Si forcément en tu débarques parallèle, avec ton ça se fait drapeau, contre. tu en débarques fait. avec ton drapeau de ton parti, tu dégages. Tu vois, pourquoi il y a à la fois une hostilité des mouvements sociaux et en même temps j'ai l'impression que les partis ont aussi peur d'y aller, tu vois. il y a eu des Alors, trahisons, on va pas se mentir non plus. quand Il y a eu des manif, trahisons, il y a eu. C'est pas moi qui ai parlé de Ah, trahison. mais voilà, je veux dire, il y a eu des trahisons, il y a une droite qui aujourd'hui est majoritaire et qui en plus, je veux dire, comparée à celle de Simone Veil, on a, hein, c'est pas exactement la même, quoi. Hein. Moi, je pensais Elle pas. était pas soft, hein, la droite de Simone Veil. Hein. Elle était pas La droite soft, de Giscard. mais elle était pas soft, mais je pensais pas moi que dans les combats, dans mes combats militants, moi jeune étudiante, je pensais pas que dans mes combats militants pourrait réémerger la question de la peine de mort, la question de l'avortement, et je pense que y compris ça pour plein de gens dont c'est un acquis. Et en fait, c'est pas du tout un acquis. Si je vous demande la dernière manif de Jadot et Roussel, vous pensez que c'est laquelle? Ah bah j'adore, c'était ce matin sur les sages-femmes. Bien sûr. Non mais genre la dernière grosse manif dont tout le monde se rappelle, c'est cette manif dans la tradition fasciste devant l'Assemblée nationale avec des syndicats de police, quoi. Je me rappelle pas, enfin leur présence ne m'a pas marqué à Nuit debout, aux Gilets jaunes, même au moment des retraites, j'ai l'impression que c'est la CGT qui a tout pris. J'ai l'impression que les partis sont complètement perdus. Ils vont à toutes les manifs sans trop se montrer, ils font des conneries énormes. Comme ça. Je dis juste un mot sur les manifs syndicales et je te rends la main, mais sur les manifs syndicales, il y a quand même une tradition, notamment à gauche, de laisser la main aux syndicats. Mais je veux dire vraiment, c'est-à-dire que, et c'est pas, moi, à titre personnel, ça me pose vraiment Oui, aucun mais problème. il y a Mais acte le de concept, présence. non, mais pour le coup, que ce soit pour les retraites, pour l'assurance chômage, etc., tout le monde est là. Bah, pour MeToo, alors. Tu te rappelles de Mélenchon avec un drapeau MeToo faisant ça devant? Merci. Mais après, il y a, pour les manifs syndicales, sérieusement, une tradition qui suppose que les mouvements politiques se mettent de côté, attendent que le cortège syndical soit passé et suivent le cortège syndical en dernier. Et c'est bien comme ça parce que l'idée, c'est quand même qu'il y ait une place pour la société organisée. Et cette société organisée, à une époque, elle était très majoritaire. Et aujourd'hui, force est de constater que non seulement les partis sont démonétisés, mais ces sociétés organisées aussi. Bon, tu sais, je ne renaclerai pas à l'idée de rappeler cette manif, où pour moi, en fait, ces gens-là, ils ont juste prêté allégeance à la répression, au parti de l'ordre. C'est-à-dire, on va réprimer, les mouvements, les personnes qui bougent dans la société. Mais en dehors de ça, va aller. vous allez voir le lien. Hein. Moi, je sais déjà moins virulent sur les partis sont nulle part, etc. Déjà, je pense que dans ces mouvements, tous, autant qu'ils sont, il existe aussi des militants et des militantes politiques. Des gens qui sont dans les partis, et qui jouent des rôles cruciaux au quotidien pour pouvoir faire avancer les idées, parce que je pense que c'est ça avant tout, des militants et des militantes politiques, et qu'ils ne sont pas étrangers non plus au bousculement. Je veux dire, bien sûr qu'il y a un moment, ça se fait sous le signe de la déflagration, du déversement total d'un coup. On sait d'ailleurs pas souvent pourquoi ça pète à tel moment ou pas. Mais il y a des gens, des personnes qui sont des acteurs et des actrices de ce changement au quotidien. C'est ça la politique. En tout cas, la politique qui m'intéresse. Et je pense que effectivement, ce que tu dis, c'est on voit plus les partis avec eux et tout, c'est qu'il y a une certaine frilosité et on va le dire, peur de récupération. C'était le mot qu'il y avait sur toutes les langues au moment des Gilets jaunes. Et on peut le comprendre, c'est parce que justement, une fois qu'est engagée la crise politique, à savoir, une fois que les représentants ne sont plus considérés comme la voix naturelle ou l'expression réelle des personnes, il y a une méfiance qui s'installe, une méfiance totale, elle se voit aussi par l'abstention, par un certain nombre de phénomènes, et donc, bien entendu, les organismes politiques, ils ont des grosses difficultés. D'une part, parce que le changement, quand on est en train d'être défait année après année, c'est pas la capacité première de ces organisations. Deuxièmement, parce il faut, moi je pense que je vais y croire aussi, une sorte de déférence, une sorte de respect en disant, bah oui, effectivement, ils nous ont dit, on s'exprime, donc on leur laisse la place, et voilà. Ça veut pas dire que derrière ils disent pas, ils ont eu raison, on l'intègre, on comprend. Il y a un côté humble,
Et puis il y a un côté où la récupération, il y a la peur de récupération est légitime parce que les représentants ont usurpé la parole de plein de gens. Moi, je veux dire, la révolte des banlieues en 2005, c'est pas seulement la révolte contre des conditions réelles, c'est la révolte contre des représentants, à savoir SOS Racisme, etc., qui ont effacé les individus qui étaient concernés et qui ont parlé à leur place. Et bon, et la même chose se pose au niveau des partis aujourd'hui. C'est que finalement, si les gens pensent que c'est démonétisé, c'est qu'ils ne posent peut-être pas les bonnes questions. Et je pense que... Je suis d'accord, mais quand sur les Champs-Élysées, il y a les Gilets jaunes et la gauche qui s'interroge encore s'il faut y aller et que des gens comme Philippot ou Marion Maréchal ne s'interrogent pas une seconde et y vont. Ouais, mais du coup, ça légitime image. le fait de se poser une question quand même. Moi, je fais partie des gens qui pensent que la démocratie, c'est un peu fragile parfois. Quand on la secoue trop, parfois elle tombe. Ça arrive. Et je crois pas, malheureusement aujourd'hui, que si on la secoue trop, elle tombe exactement de notre côté. Oui, mais il y a un choix à faire aussi. Tu vois. Je dis pas qu'il n'y a pas une réflexion à avoir. Pendant que la gauche hésitait, l'extrême droite n'a pas hésité. Sans être le porte-parole de la France Insoumise, encore une fois, que je ne revendiquerai jamais ce titre parce que, voilà, je le fais parce que je pense que c'est utile aujourd'hui. Je remarque que d'ailleurs, Jean-Luc Mélenchon a beaucoup moins hésité. C'est-à-dire que l'idée d'aller dire, il va y avoir des courants contestataires qui sont pas purs idéologiquement comme on le voudrait et qu'il faut aller au corps travailler ça, et c'est pas seulement Mélenchon. D'accord. Hein. François Ruffin n'a pas hésité, Mélenchon. La France Insoumise a été quand même un des premiers partis de gauche à y aller, mais c'est pas seulement. Le comité Adama, ils ont fait un texte magnifique. Ils ont dit, sur notre propre base, on va y aller. On va se donner rendez-vous à Saint-Lazare et on va aller faire le travail pour dire que aussi on a notre droit là-dedans, notre place là-dedans. Et oui, il faut prendre des risques comme ça. Moi, la question, c'est plus, du coup, discutons plutôt, puisqu'on est d'accord sur les constats, quels sont les remèdes à la crise de la politique et des institutions? C'est plus ça qui est intéressant. Un petit mot juste là-dessus, parce que je pense que, y compris dans le dernier exemple que tu prends, c'est-à-dire de dire à un moment donné, le comité Adama, il va et se donne un rendez-vous à pas, et machin, ok, donc tout le monde met son mal-être dans un même truc qui bouillonne, très bien. Et donc ça témoigne du fait qu'on connaît qu'il y a un mal-être dans notre société. Ceci étant dit, le bouillonnement du mal-être, quand il est soutenu, y compris par Marine Le Pen et par Florian Philippot, etc., à un moment donné, moi, ça a été ma position et je reconnais que parfois je me suis trompée. Et notamment, nous, on a des militants du côté de Metz qui ont fait un boulot formidable, qui ont tenu des ronds-points pendant longtemps et qui ont ramené des gens, y compris de ramener des gens à une construction politique et non plus juste à un ressenti, et du coup de passer plutôt d'une parole d'extrême droite à une parole de gauche parce qu'on construit les choses, et je pense que c'était très bien. Je dis qu'à une échelle nationale, dans un moment où notre société, elle est quand même super tendue et où, pardon, mais les idées de droite ont quand même vachement plus voix de cité que les idées de gauche. Secouer très fort la démocratie, c'est quand même prendre le risque de... du coup, le problème, c'est que l'alternative, c'est la laisser crever, la démocratie. Non, alors, je suis pas tout à fait sûre, et donc on va passer à la question des solutions. Mais c'est pas forcément faire la révolution ou la laisser crever. Je pense qu'on a quand même... franchement, c'est le bonheur de la démocratie, en fait. C'est toi-même qui dis que genre on est un peu à la croisée des chemins, donc je sais pas si l'alternative, on en est pas très loin de ton alternative. Mais vas-y. Mais déjà, moi, je pense qu'il faut arrêter de dire que les idées de droite sont tout le temps partout majoritaires. Il y a un biais qui est quand même énorme. D'accord, ça intéresse un certain nombre de journalistes, mais pas ceux de Regard. C'est pour ça qu'on les aime bien. Mais en vrai, je veux dire, si tu regardes aussi des propositions sur autre chose, il y a aussi des majorités qui existent. C'est ça qui est intéressant, c'est que les contradictions dans la société sont réelles, et la question c'est comment elles s'expriment, et que tous les canaux pour qu'elles s'expriment n'existent pas, ou sont en difficulté, ou ne sont plus les canaux naturels, et que du coup il y a une impossibilité de déversement, une organisation qui s'est démonétisée ne peut plus répondre à ses aspirations, donc elle perd de l'implantation, elle perd un rapport direct aux gens, etc. Et bon, effectivement, moi je pense qu'il y a une question qu'il faut poser et qui est centrale, c'est que je pense que notre camp social a arrêté en partie de poser la question fondamentale qui était celle du mouvement ouvrier, et je dis pas que c'est l'unique, hein. J'entends ce que tu disais tout à l'heure, Paolo, mais c'est la démocratie politique, elle est hémiplégique, la démocratie actuelle. C'est-à-dire qu'on est démocratique dans un seul truc, on choisit des représentants, et sur tout le reste, on décide de rien, tu vois. Genre, Lénine, dans l'État de la Révolution, il dit démocratie pour une infime minorité,
démocratie pour les riches, tel est le démocratisme dans la société capitaliste. Et il dit pas plus qu'en fait ce que disait Jaurès. Hein. Vous avez fait des assemblées de droit et puis derrière c'est le sevrage dans l'entreprise. Bon, ces questions-là, il faut les poser. Et la question c'est quelles ont été les expériences sociales qui ont existé dans le pays pour pouvoir pousser et pour dire que la démocratie c'est pas on choisit, c'est de faire en sorte qu'un certain nombre de tâches qui sont aujourd'hui assurées, soit par l'État, soit par des corps extérieurs aux populations, soit deviennent des tâches administrées par une grande partie des personnes et ensuite par la majorité de la population. Et cette prise de conscience il faut rabaisser les niveaux de décision auprès des personnes, c'est là où il y a des débats à gauche. Et donc du coup là, il y a des débats sur la 6ème République, il y a des débats sur est-ce que c'est démocratie participative, pas participative, est-ce qu'on fait des référendums. Bon, et ça c'est les symptômes que la gauche a compris qu'il y avait quelque chose, mais je pense qu'elle passe à côté de questions fondamentales qui, et je finis sur ce que tu disais tout à l'heure, demandent une rupture réelle avec l'ordre établi. C'est-à-dire que si c'est pour faire 2-3 référendums et 2-3 endroits où on a des conseils où on peut discuter, peut-être ça va pas le faire. Par contre, et c'est là le problème, poser la question de reprendre le pouvoir sur le travail, la souveraineté sur le travail, la souveraineté sur nos vies, etc. Là, c'est une grosse question. Et... D'accord. Donc, honnêtement, on a l'air d'être à peu près tous d'accord en fait sur le constat. Là, on est à 6 mois ou à peu près d'une présidentielle, à 8 mois de législative. Si Macron est réélu comme c'est en train de se profiler, ça va être genre un espèce de rouleau compresseur néolibéral qui va assassiner. Non, mais je sais pas. Oui, je suis un peu défaitiste, tu vois. Mais en tout cas, on dirait Laurent Ruquier sur non, mais peu importe. Si il est réélu, non, parce que genre, je dis juste, si la dynamique Hidalgo n'est pas lancée, ça va arriver. Si jamais il est réélu, genre, on peut dire au revoir à la sécurité sociale, je pense. Si c'est Xavier Bertrand, j'en parle pas. Si c'est Zemmour ou Marine Le Pen, c'est encore pire. Donc, il y a plein d'hypothèses, en fait, qui sont absolument catastrophiques. On prend ça en considération. Comment ça se fait ? À des échelles différentes. Ne mettons pas exactement tout le monde dans le même panier. À des échelles différentes. Où tu veux aller. Non, mais si c'est que la sécurité sociale qui est détruite ou si c'est la sécurité sociale qui est détruite et puis en plus on a des camps de concentration. Je pense que, voilà, je me permets de dire que je pense que c'est exactement la même chose. Je suis d'accord avec toi. Après, la vraie question c'est comment ça se fait que malgré tout ce dont on parle depuis tout à l'heure, Jean-Luc Mélenchon ne soit qu'entre 9 et 13% et que Yannick Jadot ne soit qu'entre 8 et 11%. Parce que pourquoi, comment ça se fait, ou 6 si tu veux, et 10%, j'en ai rien à foutre. Mais en tout cas, qu'ils soient genre très loin d'accéder au second tour et très loin d'accéder au premier tour. Enfin, il n'y a pas vraiment de dynamique autour de leur candidature, alors même que ce dont on parle depuis tout à l'heure, c'est un bouillonnement en fait de la société. Comment ça se fait qu'il y a ce hiatus énorme en fait entre ce qui se passe, MeToo, les gilets jaunes, la question des violences policières, etc. Et derrière Zemmour qui est à 17%, on ne parle que de lui et même au-delà des médias. Mais bien sûr, c'est pas qu'une question médiatique. Non mais c'est tout ce qu'on vient de te dire, c'est pas qu'une question médiatique. Non, mais donc la question c'est comment une question de mode de vie individualiste qui fait que t'as pas forcément envie de t'investir. C'est une question médiatique. Ok, mais c'est quoi la réponse de Jadot? La réponse de Jadot, d'abord, si tu veux, campagne qui commence. Après, je pense qu'on partage la question de la 6ème République et de la transformation des modèles démocratiques. La question de l'investissement et la question de la réforme démocratique, elle se pose sous plein d'aspects. Elle se pose sous la question du temps long, des transformations écologiques qui puissent être gérées par des chambres qui répondent pas exactement aux mêmes logiques que celles qu'on a aujourd'hui. Elle se pose par la question de la démocratie participative, même si moi c'est un mot que j'aime pas beaucoup parce qu'en fait l'autre démocratie, a priori, elle est pas non participative. On demande aux gens de venir, mais a priori ça les intéresse plus beaucoup sur plein d'aspects. Donc ça veut dire que soit les débats qu'on pose et la manière dont on les pose et les enjeux des échéances ne les intéressent pas, soit c'est que les solutions qui sont proposées ne les intéressent pas, soit c'est que ils ne trouvent plus dans l'expression politique aujourd'hui et dans la manière dont les politiques administrent de quoi aller voter, une ambition pour aller voter. Et je pense que dans cette ambition pour aller voter, ça rejoindra une partie de ce qu'on se disait la semaine dernière, il y a une question de confiance. Il y a une question de penser que à un moment donné, tu projettes un ensemble, un discours qui est créé. Mais en Yannick Jadot, enfin, a priori, pour le coup, que ce soit à la France Insoumise ou chez les écologistes, on n'est pas tellement pour le culte de la personnalité. Après, chacun balaye devant sa porte. Mais je pense profondément que le sujet, c'est aujourd'hui
d'arriver à projeter un imaginaire collectif ambitieux dans lequel les gens pensent que ce qui va changer matériellement dans leur avenir, un, c'est possible, et deux, c'est bénéfique collectivement. Je n'ai pas dit juste chacun pour soi. D'ailleurs, si les gens votaient exactement pour ce qui leur était bénéfique, la gauche aurait été au pouvoir beaucoup de fois. Benoît Hamon a fait un très bon score, ça n'a pas été le cas. Donc, je pense que y a vraiment ce sujet aujourd'hui de redonner on parlait de la foi en aparté tout à l'heure, mais un peu de foi dans ce qu'on fait collectivement et dans le fait qu'on a la capacité à transformer des choses. On a eu des expériences ces 30 dernières années qui nous ont pas laissé un souvenir impérissable de changement, si ce n'est un changement qui en fait n'est qu'à la baisse. Depuis la Seconde Guerre mondiale, on a l'impression qu'on détricote sur plein de trucs, alors avec des petits moments de mieux et puis des petits moments de beaucoup moins bien. Et je veux dire, la rue aujourd'hui n'est plus entendue, on peut dire merci à Sarkozy là-dessus, et c'est une question, je pense que là, il y a eu une rupture fondamentale au moment de ces mobilisations sur les retraites. Pour moi, il y a eu une rupture fondamentale dans le fait que le politique, même élu, même majoritaire, à un moment donné, entend qu'il existe dans la société, dans le collectif, des moyens d'exprimer, en dehors des élections, un désaccord profond. Et que c'est pas exactement juste parce que ça va mettre un terme à ton mandat, c'est parce que à un moment donné, tu te dis, quelle que soit ma conviction personnelle, sur, en l'occurrence, le sujet des retraites, comme d'autres avant, sur la question de l'enseignement religieux, que je soutiens pas par ailleurs, mais simplement à un moment donné de se dire, quelle que soit ma conviction personnelle, j'arrive à un stade où, collectivement, la société organisée m'a dit, genre, on est allé trop loin. Au moment où on a cassé ça, et où on a dit, bah en fait, ils peuvent marcher autant qu'ils veulent, République-Nation, ils peuvent le faire tous les week-ends, aussi nombreux qu'ils sont, j'en ai rien à foutre. On a cassé un rouage essentiel de cette démocratie, d'entre les moments de démocratie où on va voter. Et depuis, bah, force est de constater qu'on pédale. Alors certes, la gauche en particulier pédale, très bien, ainsi soit-il, Sarkozy a gagné, mais pas que la gauche, en fait. Parce que maintenant, c'est tous les scrutins qui se délitent, partout. Donc je pense que là-dessus, on a vraiment un truc à reconstruire et c'est une question de conception de la politique qui n'est pas qu'une histoire partidaire, c'est une histoire partidaire, c'est une histoire de conviction, mais c'est d'abord une histoire au service des citoyens. Et je pense que ce soit de Ruquier et de son agacement à France 2 à notre débat de la semaine dernière ou à l'agacement que tu avais là, à un moment donné, il faut que collectivement, on se souvienne que si on fait de la politique, c'est d'abord pour des gens, pour des citoyens, pour moi, pour toi, pour les autres, pour des gens qui peuvent voter et pour des gens qui peuvent pas voter, qui sont juste habitants. Et je pense que là, on retrouvera vraiment le sens de ce qu'on fait et du coup, on réenchantera la question politique. Et même les gens qui n'ont pas voté pour toi et même les gens qui ne sont pas dans ta majorité, tu te dois de les protéger, de ménager une part de leur espace. Ça ne veut pas dire faire exactement tout ce qu'ils veulent, ça veut dire ménager une part de leur espace, ils font partie de notre collectif. Et je pense qu'on y a manqué. Comment Jean-Luc Mélenchon va résoudre la crise de la médiation? Il y a trois choses. C'est que déjà, moi, encore une fois, je refuse de répondre au nom de Jean-Luc Mélenchon. Si tu veux lui parler, franchement, en plus, c'est pas cool. Et non, mais honnêtement, c'est pas. Je t'ai demandé de parler pour Jadot, tu vois, il peut bien parler pour invite-le, genre. Mais il a eu raison. Moi, je vais te dire trois choses. La première, c'est que je me refuserai systématiquement dans cette émission de commenter les réalités de ce qu'on observe à partir de ce que tu dis, les sondages, s'ils sont assis et ça. Je veux bien être en accord avec le constat que pour l'instant, les organisations de gauche, toutes autant qu'elles soient, ne réussissent pas à organiser à l'échelle de la société une alternative réelle à la situation actuelle. Et c'est ça la question, c'est que je pense que les revendications, par exemple, de la 6ème République, de réouvrir des débats sur l'organisation démocratique de la société, sur quel cadre on se donne, etc., sont intéressantes et sont primordiales, même dans la campagne. Maintenant, je pense que la question de la crise démocratique, elle ne se résoudra pas avec ce genre de méthode. Parce que la question, c'est quand il y a une crise d'hégémonie, quand il y a une classe dirigeante qui est contestée sur plein de sujets, quand elle est obligée de avoir recours à la répression et à la violence, à des lois de plus en plus liberticides, etc., le problème, c'est que cette crise-là peut durer très longtemps. Très longtemps. Tant qu'une alternative crédible n'existe pas, c'est encore la phrase que tout le monde cite, là, à tort et à travers, mais c'est le vieux monde se meurt, le nouveau tarde à naître,
Bon, et dans cet intermède, genre, on va prendre le césarisme, donc l'homme présidentiel charismatique, le fascisme, ou un truc comme ça. C'est ça le problème. Et je pense que pour pouvoir continuer avec ce qu'on se disait la dernière fois, c'est que en plus de ça, là, il faut faire la révolution par révolution. Bah, potentiellement, oui. En tout cas, une révolution totale sur la conception de la société. Je ne crois pas qu'il y aura une résolution de la situation en disant on va retrouver des situations de compromis. Parce que en face, le camp est armé pour nous dézinguer. Et ils le feront toujours. Hein. Dans l'histoire de France, à chaque fois qu'il y a un moment où on est allé trop loin dans ce que le capital, les propriétaires, les féodalités, on va dire, financières, n'ont pas voulu accepter, ils ont sorti le fusil. Hein. Et quelle que soit la couleur du gouvernement. On a la chance d'être pour l'instant quand même dans un modèle démocratique. Mais oui et non. On a les moyens de prendre dans le pouvoir. l'entreprise, c'est une véritable dictature. Non, je suis d'accord avec toi. Et on nous propose aujourd'hui à gauche plus ou moins de dire, bah dans certaines grosses entreprises, on va rajouter 2-3 représentants. C'est ridicule. Là, je relisais le programme du Parti socialiste tout à l'heure, 96 pages. Donc déjà, vous pouvez lire la moitié, ça n'a aucun intérêt. J'ai vu le projet sur leur site. Bon, ils disent, voilà, dans les trucs de plus de 500 salariés, on va mettre 3 représentants dans les conseils d'administration. on parle du Parti socialiste, le parti de Jaurès, qui disait, genre, on va prendre souveraineté sur le travail. C'est là où je pense qu'on pêche à gauche, en tout cas, sur où est-ce qu'on redonne du pouvoir. Bref, du coup, cette alternative, elle n'est pas due à nos propositions. Elle est due à ce qu'on disait aussi la dernière fois, le rapport aux personnes, l'utilité des organisations dans la vie quotidienne pour organiser autre chose que les élections et n'existe plus. Il n'y a plus d'enracinement réel dans la société. C'est-à-dire qu'on n'est plus utile au quotidien auprès des gens. Il y en a un, la dernière fois j'étais un peu sévère avec eux, je veux rendre hommage à beaucoup de camarades du NPA qui, je pense qu'au niveau des élections et de ce qu'ils essaient de représenter, ils n'ont pas aujourd'hui un grand succès. Mais en tout cas, dans les luttes, c'est des gens, ils sont là tous les jours. Et ils vivent leur vie comme une lutte. Et la lutte, c'est la vie pour eux. Et je pense que c'est assez beau pour le souligner. Mais bref, ce que je veux dire, c'est que, du coup, oui, tant qu'il n'y a pas une alternative au niveau de la conception intégrale qu'on a de la société. Pas, on va changer un peu des institutions, un peu. Il faut renverser le capitalisme. Il faut qu'on transforme radicalement les relations qu'on a entre individus, femmes, hommes, et cette binarité doit être complètement dépassée. Je pense que la question raciste dans la société, on voit bien que là, ça pète. C'est-à-dire que si la droite est complètement hystérique, c'est que derrière, ça commence à bouger, mais que toutes ces alternatives ne sont pas encore, il n'y a pas encore une maturité forte pour pouvoir remplacer. Donc, cette crise de la défiance politique, on va pas la résoudre aujourd'hui avec des petits mécanismes. Ce qu'on peut essayer de faire, c'est de mettre en avant des mécanismes où on fait confiance aux gens et on leur redonne du pouvoir. Tu parlais de la sécurité sociale. Moi, j'en ai pas parlé, mais je pense que c'est extrêmement intéressant. De 47 à 64, en gros, les gens élisaient les représentants des caisses primaires de la sécurité sociale. Il y avait 75% de participation parmi 11,6 millions à peu près de gens qui étaient prêts à voter. Et qu'est-ce qui se passait? C'est-à-dire qu'en 64, c'est pas un système paritaire. Les syndicalistes existent 2 fois plus de représentants que ceux du patronat. Bon, après, le patronat et FO et l'intelligentsia socialiste à la direction de FO ont décidé de s'allier pour pouvoir casser le principe communiste. Mais ça, c'est intéressant. Alors, attendez, on parle parce que moi, je suis persuadé que si on dit aux gens et on propose des propositions comme ça en disant vous allez pouvoir élire et vous allez pouvoir organiser vous-même les retraites, la question de l'assurance chômage, la question de la socialisation en fait des ressources et qu'on on mise sur le fait que les gens puissent y participer. Au début, on se dit on sait pas trop, etc. Mais comme toujours, et puis au bout d'un moment, les gens, s'ils ont la possibilité de le faire, ils s'y intéressent. Et puis surtout, on leur donne. Je suis sûr que si on dit aux gens, c'est vous qui allez gérer, qui gère les retraites, bah les gens ils vont être intéressés parce que les retraites, on l'a vu. Chaque fois qu'on touche aux retraites, il y a quelque chose qui se passe. Moi, je rejoins vachement ce que tu dis. Et là, on est un peu à l'ouest. Moi, il me semble que sur cette question de changer radicalement, c'est-à-dire profondément notre manière d'envisager la place des collectifs des citoyens dans la société, là-dessus, on va pour le coup, profondément, on va se rejoindre. Et pour la question de la sécurité sociale, et demain pour la question du climat, etc. On discutait en marge du débat avant, de se dire, qu'est-ce que, y compris l'expérience des 150 citoyens nous a aussi appris, c'est que des gens qui peuvent être tirés au sort, etc., proposent, quand on les alimente, des choses innovantes, au fond assez radicales, etc.
Là-dessus, je pense qu'on sera aussi d'accord. Là où on aura une plus grande difficulté, enfin, où on peut avoir un désaccord, c'est à mon sens sur comment, comment on associe les gens pour faire ça. Parce que le vrai sujet qui nous sépare aujourd'hui, c'est comment on associe les citoyens, les électeurs, et encore une fois, pas que les électeurs, vraiment les gens à faire cette transformation. Je suis d'accord sur ce que tu dis sur le problème qu'on a, c'est d'associer les gens à ça. Et que cette relation de confiance, elle est perdue. Je me rappelle, j'ai des potes à Syriza. Je suis pas le dernier à penser que genre ils ont trahi. Mais ça n'empêche que... Non mais vraiment, je le En dis. toute Je pense que subtilité. Tsipras s'est écrasé et que c'est un scandale. Mais c'est pas le sujet. La question, c'est, il me disait, nous, quand on est arrivé et que c'était la crise d'autant plus puissante qu'ils étaient en train de, genre, manger leurs dents, eh ben, ils ont dit, on est arrivé voir les gens, et en fait, c'est pas passé comme ça. On s'est rendu compte que pour reparler aux gens, on a organisé des collectifs dans le logement, on a organisé des collectifs où on distribuait la bourse, mais c'était pas de l'humanitaire. On disait, en fait, on organisait parce que les gens avaient besoin de ça, et ensuite, on pouvait poser la question de si vous avez pas ça, etc. Donc, il y a des constructions en lien avec les gens. C'est là où je suis d'accord avec toi. Par contre, c'est là où je suis pas d'accord, c'est qu'on n'est pas d'accord ensuite sur qu'est-ce qu'il faut faire. Moi, je pense que Sur la question démocratique, je pense qu'on n'est pas ultra. non, mais la démocratie dans les mondes Non, mais je veux économiques, dire, c'est sur la question, mais moi, enfin, sur est-ce la qu'on socialise tout le sale, est-ce qu'on socialise toute la production? Là, je le dis en façon caricaturale, mais qu'est-ce qu'on socialise? Moi, par exemple, je suis super contre la CSG et tout ce genre de conneries parce que je pense que justement, ça n'est pas du tout une conception. Bon, et tu pourrais me dire c'est lointain. Non, moi, je pense que c'est fondamental de dire que pour qu'on puisse reprendre du pouvoir sur les choses, il faut proposer que dans des institutions qui gèrent la retraite, l'assurance maladie et en fait tous les domaines dans de 47 à 64, ce qui se passe, c'est les salariés gèrent. Et qu'est-ce qui se passe? Par exemple, le système de santé, tu disais, une grande partie, une majorité même, des CHU en France ont été construits grâce au prélèvement d'une cotisation et pas grâce au budget de l'État. Donc on est dans une gestion qui est publique, non étatique. Et c'est ça aussi la démocratie. Ce que je disais tout à l'heure, c'est qu'il faut qu'un certain nombre de tâches, de prérogatives ne soient pas occupées par un être extérieur à soi-même. Hein, la scission de l'homme par rapport à lui-même, ça c'est Marx, qui dit bon, pourquoi l'organisation de la société, à la base, c'est des êtres humains qui s'organisent et puis d'un coup, il y a une tierce personne qui s'extrait de la société. Il faut la ramener. Il faut la ramener entre nous. Et donc, toutes les tâches que l'on peut soutirer à la direction de l'État et les mettre à la direction collective des travailleurs et des travailleuses, c'est ça la question. Et La question, c'est de dépasser aussi la question, enfin, la définition des travailleurs et des travailleuses. Sans aucune offense, ni pour les travailleurs, ni pour les travailleuses. Mais une des questions que posent les mouvements sociaux, etc., c'est de pas, en tout cas actuel, c'est de pas être uniquement considéré à ce rapport au travail. ah, je suis d'accord. Et du coup, ça pose plein de défis essentiels dans la manière dont on veut concevoir la démocratie dans les instances publiques. Parce qu'on invente, du coup, enfin, on essaye, on est encore, pour le coup, sur ces questions-là. Je pense pas que les politiques soient complètement en recul dans les propositions. C'est juste que, pour l'instant, on expérimente. Il y en a qui sont en recul. Mais je pense qu'à gauche, il y a des gens qui sont pas tous en recul. Et il y a une vraie question d'expérimentation. Quand tu sors du cadre du travail où ton collectif de gens tu peux manger quand même. Ton collectif de gens qui sont aptes à voter, à désigner, il est parfaitement défini, il est connu, etc. Et que tu arrives dans un cadre où tu te dis, on dépasse ce cadre des gens qui cotisent et on rentre dans le cadre de tous les ayants droit du dispositif, ça devient beaucoup plus compliqué. D'organiser cette démocratie, c'est pas impossible, mais ça devient beaucoup plus compliqué. Quant à ce qui est de socialiser, et y compris de socialiser autrement que par l'État, malgré ma vieille culture jacobine mal réglée, je partage complètement son point de vue. Je pense qu'aujourd'hui, on a besoin d'abord, de resocialiser profondément des secteurs entiers de l'économie, et y compris pour se prémunir de risques nouveaux, majeurs, qui n'étaient pas pris en compte, y compris dans la sécurité sociale, mais parce qu'en fait, en 1945, on n'avait pas tout à fait le tour de tout le millénaire. Et puis, au-delà de ça, parce que je pense que ça peut être un des débouchés de la volonté aujourd'hui de s'exprimer dans des cadres divers. Je voulais juste rajouter un truc, parce que je veux pas passer pour un vieux style des années 50. J'ai tendance, en fait, c'est mon côté friotiste. La sécurité sociale des années 60, ça va. Hein, non, c'est mais pas... c'est mon côté friotiste qui ressort. On parle des travailleurs, les travailleuses, etc. C'est là où je suis d'accord avec toi, c'est qu'il y a énormément de rapports aujourd'hui qui doivent être remis en cause. Moi, ce que j'observe juste, c'est que il y a un moment, le cadre actuel, qui est le cadre de la mainmise totale par une infime minorité de personnes qui sont des féodalités économiques de ce pays,
et qui sont de certaines caractéristiques. On parle du pouvoir des hommes blancs, etc. C'est quand même une réalité. Bon, ce pouvoir-là, il est toujours en lien avec la bataille sur les rapports économiques. Et la question, c'est l'articulation qu'on trouve pas en ce moment. Ce que je veux dire, c'est que l'égalité femmes-hommes, vous pouvez la déclarer 100 fois dans la loi. En fait, si vous n'allez pas prendre à la gorge les entreprises, enfin les patrons des grands groupes, etc., en partie, ça ne marchera jamais. De la même manière, il y a une organisation raciste de la division du travail. Il y a une division raciste du travail. On le sait bien, etc. Donc la question pour moi, c'est quand je dis ça, c'est de dire il faut, pour moi, c'est la question priotiste là du salaire à vie en disant il faut déconnecter l'emploi et la rémunération en disant la personne doit être reconnue comme travailleuse, comme travailleur en dehors du contexte dans lequel elle travaille, c'est-à-dire en dehors de son poste, etc., pour pouvoir obtenir ensuite que si dans notre vie, on a une possibilité de ne pas subir le chantage à l'emploi, etc., on a d'autres possibilités pour organiser les rapports humains. Mais je n'ai pas de solution, je ne vais pas prétendre que sur les autres rapports, la réconciliation avec la question raciste, etc., je pense qu'il y a une répression féroce qu'il faut faire beaucoup plus forte aujourd'hui des comportements. Mais je ne veux pas dire que j'ai une solution en soi, à part qu'il faut faire confiance aux personnes qui sont concernées pour pouvoir tracer des routes. Peut-être une toute dernière question, parce qu'après on va devoir s'arrêter, mais en fait, je vais vous demander un tout petit moment d'humilité, tu vois, parce que vraiment, j'ai toujours pas compris, en fait, comment c'était possible, sur la base du constat qu'on partage à peu près tous, tu vois, qu'on soit dans cette merde-là. Et la dynamique, comme le dit Marie, genre, elle l'a répété assez souvent, enfin, t'as dit, la droite est en train de gagner. Et en fait, constatant en fait la société telle qu'elle est aujourd'hui, tu vois, les rapports de force entre le capital et le travail, tel que tu le dis, Pablo, depuis tout à l'heure, sachant qu'en plus, par-dessus, tu as des gens qui portent des discours qui paraissent intéressants. Tu parlais de Friot, mais ça peut être aussi Jean-Luc Mélenchon ou dans une certaine mesure Yannick Jadot. Comment ça se fait que tous ces gens, en fait, que toutes ces forces-là, que ça soit genre les intellectuels, les forces militantes, les syndicats ou les partis politiques soient en régression. Parce qu'elles sont en régression. Et ça, franchement, vous ne pourrez pas m'expliquer le contraire. Elles sont en régression. Comment c'est possible? Enfin, comment vous l'expliquez? Et qu'est-ce qu'on fait, en fait, pour pallier, enfin, pour répondre à ce problème? Déjà, je pense que sur la question de la progression de la droite et de l'extrême droite, en fait, en vrai, il y a pour moi vraiment un noyau autour de la précarisation et de la précarisation d'une grande majorité des Français aujourd'hui, des Françaises, des habitants même qui sont pas ni français ni françaises mais qui habitent. Je pense qu'il y a un vrai sujet de précarisation, de concurrence permanente portée par la question libérale et face à laquelle aujourd'hui la faiblesse de nos mouvements laisse le champ libre à un discours simpliste de concurrence avec ce qui est différent. Voilà. C'est quand même un peu étonnant, c'est que finalement, quand tu discutes avec les gens, ils sont tous de deuxième génération immigrés. Donc la concurrence, elle est belle maintenant, mais enfin, il y a quelques années, c'était toi ou tes grands-parents qu'on foutait dans un charter, donc c'est un peu moins sympa. Ça, c'est pour la question de la progression de l'extrême droite aujourd'hui, qui dit protéger et qui propose une espèce de lecture ultra simpliste et hyper violente de notre société. Alors oui, c'est facile, mais c'est efficace. C'est efficace. Sur la suite et sur la question de notre faiblesse, on a évoqué mille et une raisons de notre faiblesse depuis les mouvements sociaux auxquels on n'est pas assez rattaché, la démocratie dans l'entreprise qui a été ruinée, le fait que la conception du politique par les dirigeants a été profondément abîmée, du fait que nos organisations ont perdu en crédibilité de manière immense. Est-ce que le fait qu'aujourd'hui, face aux enjeux majeurs qui se présentent devant nous, on propose des solutions j'allais dire, entre transformation profonde et transformation extrêmement radicale au choix, ne nous sert pas.
C'est-à-dire que c'est facile de dire qu'on va fermer les frontières, mais que tu vas continuer à pouvoir t'acheter 52 iPads, être sur Facebook, commander je sais pas quoi, ton apéro en 10 minutes. Et quand bah, tu as des gens en face qui te disent bah non, en fait, on va pas faire comme ça. Alors en fait, les frontières, bah, on va les garder ouvertes parce qu'en fait, on pense qu'on a plutôt besoin de main-d'œuvre et que en plus, aujourd'hui, c'est d'autant plus vrai qu'il y a quelques mois. On a besoin de main-d'œuvre, ça finance la sécurité sociale, ça finance notre modèle économique, social. Et puis par contre, ben, on va envisager de taxer un petit peu différemment les biens de consommation plus ou moins pourris, et puis de les transformer différemment et de payer plus le travail, de rémunérer autrement le lien du travail et de concevoir autrement le lien du travail et de la rémunération, y compris avec des transformations profondes. Est-ce que c'est pas un discours qui semble soit trop renverser la table, soit très éloigné d'une espèce d'urgence immédiate? Franchement, aujourd'hui, j'ai pas la réponse. Ce que je pense, c'est qu'on s'est parfois perdu dans des combats sectoriels qui font qu'on a une espèce de panoplie de mesures à ne plus en finir. Et que ce qui nous manque aujourd'hui, c'est quelque chose de certes radical, mais pas agressif pour le commun des Français qui, en fait, ont qui ont ontologiquement à bénéficier du projet qu'on porte, quelque chose de radical mais de pas agressif et de cohérent, qui rend cet espoir dans demain meilleur, pas parce qu'on va tous partir à la plage et tous avoir des iPhones, mais parce que on va vivre mieux, on travaillera moins, nos enfants auront des perspectives d'emploi et de vie, même au-delà de l'emploi, et on aura une capacité à la culture, etc. Je pense que c'est ça qu'il faut qu'on arrive à incarner pour demain, et qu'aujourd'hui, on n'y arrive pas. On n'y arrive pas. On est prisonnier à mon sens, on est prisonnier de nos caricatures, tous. Pablo? Ouais, si tu peux me répéter ta question, parce que moi, là pour l'instant, je tire le fait que je trouve qu'en fait, on a été chiant dans le débat. Genre, C'est je pas pense faux. que... Franchement, Non, je mais l'ai trouvé vraiment, beaucoup genre, plus chiant que la je sais pas semaine si dernière. les gens vont regarder, parce que non, mais je trouve qu'il était mal introduit, honnêtement. Habibi. Bah, Non, mais en vrai, je rigole. Mais je pense que, enfin, on a eu du mal à trouver les thèmes, à poser les choses de façon claire. Du coup, maintenant, rappelle, non, mais collectif. La question, c'est genre, non, parce qu'en fait, je sais que toi, tu veux rester à un niveau très théorique, tu vois, genre, et genre faire comme si il n'y avait pas d'élection, il n'y avait pas d'élection présidentielle, il n'y avait pas d'élection législative, il n'y avait pas de mouvements sociaux dans la rue, tu vois, genre. Il est tout vénère après toi. Le rapport, non, mais, et imaginer le rapport capital-travail, tu vois. Non, mais, et imaginer le rapport capital-travail comme ça, in abstracto, tu vois. Il s'avère qu'en fait, il y a aujourd'hui des gens qui crèvent de faim, il y a des gens qui crèvent de froid, il y a des gens, en fait, qui galèrent, et il y a aussi beaucoup de gens, genre, qui sont assez contents de la situation dans laquelle ils sont aujourd'hui, malgré toutes les dominations dont ils sont les victimes, tu vois, et les humilier pour... Et pas forcément... Exactement. Ça, c'est un truc qu'on projette sur eux, tu vois. La question, c'est genre, qu'est-ce que tu fais? T'as quoi à faire? Toi, tu me dis, bon, bah voilà, hier, j'ai tracté pour Jean-Luc Mélenchon. Bon, bah, c'est super, tu vois. C'est déjà pas mal. Mais pourquoi tu l'agresses comme ça? C'est déjà pas mal. Il m'a agressé, tu vois. Genre, donc je réponds à l'agression, tu vois. Tu dis, tu veux rester dans un truc théorique. Non, tu me poses la question de est-ce que je pense qu'il y a une possibilité de résoudre la crise majeure de la démocratie que j'ai essayé de poser comme une crise totale du capitalisme, pas une crise du capitalisme, le capitalisme en crise qui n'arrive pas à résoudre ces questions, Oui, mais t'as toujours des grands mots, en fait, non, mais expliquer attends, tout, genre, toutes les crises du monde, tu vois, genre, on n'arrive pas avec ça, avec des grands mots. Je t'ai dit, genre, est-ce que j'ai une réponse à ça? Non, je te dis, moi, c'est ça mon constat. Maintenant, quelle est ma réponse concrète? Bah, encore une fois, toi, tu fais quoi? Tu fais du commentaire politique toute la journée. Non, moi, oui, mais je pose j'ai choisi des une questions, option, tu vois. Moi, j'ai choisi une option. J'ai dit, c'est celle à laquelle je suis la plus proche. Je vais voir les gens. J'essaye de les convaincre qu'avec le programme qu'on a, et notamment la question de la 6ème République, avec laquelle on est d'accord avec Paris, qui peut bien d'ouvrir les perspectives. Mais moi, je milite. Moi, je suis au côté. Oui, j'ai des rapports théoriques, le truc. Après, mais c'est pas il y a- des rapports il y a une vraie théoriques. question de fond. Toi, tu fais quoi, mec? Est-ce qu'on voulait vraiment en faire un militant de la France insoumise forcené? Parce C'est qu'en lui fait, qui m'a expliqué à force de que hier... deux émissions, on en Mais a t'es- fait le porte-parole de la Mais France c'est pas ça, mais c'est insoumise. juste que tu me dis, rapport théorique. Oui, il y a deux questions, tu vois. Soit tu me dis, quel est l'état de la situation et pourquoi il y a une crise politique? Moi, je te dis, je pense que c'est ça mes convictions. Ok, donc crise du capitalisme, crise de la représentation, On partage et pas. le risque qui est le risque de, en gros, du fascisme. Tu sais, regarde, je t'ai chopé une citation, je l'ai amenée justement pour qu'on passe de ça. C'est Clara Zetkin, La lutte contre le fascisme. C'est un rapport qu'elle fait au comité international de l'international communiste, qui est magnifique. Elle dit, je pense que le fascisme, malgré toutes ses remontades, est la conséquence de l'ébranlement et du déclin de l'économie capitaliste et un symptôme de la décomposition de l'État bourgeois. Nous ne pourrons le combattre
que si nous comprenons qu'il déclenche l'enthousiasme et l'approbation de larges masses sociales qui ont déjà perdu leur sécurité existentielle et avec elle toute foi dans l'ordre actuel. Donc tu me demandais pourquoi la droite prend une aspiration. Voilà, moi je veux pas répondre à sa place. Clara Zetkin, des milliers de personnes ont rejoint le fascisme. Il est devenu un nazi. Clara Zetkin, Lana Friot, en fait. Voilà, et donc du coup, moi ce que je te dis, c'est que ma réponse, c'est j'ai pris un programme politique, ok, celui de la France Insoumise, celui qui est le plus proche de mes questions, malgré mes divergences, malgré mes analyses théoriques, ce que tu veux, et je milite. Et j'essaye de dire aux gens, bah écoutez, venez, on va faire ça. J'essaye de créer des collectifs dans mon quartier. On est un groupe d'action dans juste mon quartier et dans mon arrondissement. Et en fait, j'en ai marre d'avoir systématiquement le commentaire de gens qui sont là toute la journée à commenter la scène politique, qui disent, ah mais ça devrait être mieux, ah mais on pourrait faire ci, ah mais on pourrait faire ça. Ouais, c'est la merde. En fait, être militant, c'est bouffer de la merde tous les jours. En et fait, toi, la tu le question, fais pas. Non, mais la question, c'est aussi, est-ce que être militant, tu vois, c'est poser un discours sans absolument aucun doute. Moi, c'est ce qui me dérange, en fait, énormément dans ton discours, c'est que il y a jamais aucun espace, en fait, pour le doute. Mais même dans le doute sur le constat. En fait, tu pourrais dire, bon, bah voilà, moi, c'est ce que je pose comme constat, mais en fait, peut-être qu'il est pas parfait, en fait, ce constat. Peut-être qu'il est imparfait. Et en plus de ça, après, il y a dans les propositions, tu vois, genre, si tu me dis, par exemple, Bayard Fédéo, il dit ça, ou Clara Zetkin a dit ça, ou machin, ou Lénine, etc., tu vois, genre, peut-être, en fait, que c'est pas non plus totalement adapté à la situation. Je sais pas, mais se poser la question, alors, tu vois, moi, je suis puisque d'accord. genre, on n'est pas majoritaire dans la société. Oui, mais, en fait, laisse des espaces de doute, en fait, dans ton... Mais non, c'est pas par mon rôle. ailleurs. Mais moi, je doute voilà. avec. Donc, c'est pour ça que je te dis que Mais c'est pas mon rôle. Parce que tu dis, mais c'est un Mais problème. c'est pas mon rôle. Oui, mais c'était pas obligé d'être Mais borné. non, toi tu passes toute la journée à dire on doute, la gauche, on sait pas quoi faire, etc. Non, Moi je j'en ai te dis, rien je à fais foutre, ce tu que vois, je moi. peux. Mais Et je par te ailleurs- dis que je doute avec mes camarades, on discute politique, on sait pas. Oui, c'est Je ça. suis pas sûr que tout soit adapté. Je te dis juste qu'à un moment, pour pouvoir agir, il faut poser une situation, poser une proposition Ouais. et essayer d'y aller. Et puis quand ça se foire, on revient et on réfléchit et on revient et on fait ça les retours permanents. Je- Et d'ailleurs, bien- je remarque que Jean-Luc Mélenchon, c'est celui qui a le plus changé de position politique dans les 5 dernières années. Et pourquoi? Parce qu'il a ce retour, des retours critiques. Mais simplement, je vais pas convaincre les gens en disant, bon écoutez les gars, on n'est même pas sûr que ce qu'on pense de la situation est vrai. Et en plus, nos propositions, elles sont pas terribles. C'est peut-être comme ça que tu passeras à 20%, tu vois, genre, au lieu de faire Ok, 10. donc, alors, Non, mais peut-être que ce doute, à mon avis, mais moi, honnêtement, j'ai l'impression que ce doute, il est important, tu vois, genre, vraiment. Et j'ai vraiment énormément de mal, maintenant, à titre personnel, tu vois, à entendre des gens qui sont, genre, qui foncent, tu vois, dans leur vous couloir êtes des de nage, tu inquiéteurs. vois. Vous êtes enfin. des inquiéteurs. Mais le monde est inquiet, tu vois. Alors, je sais pas, peut-être que, genre, les non-inquiéteurs, tu vois, aujourd'hui, les non-inquiéteurs, ils sont à 11%, tu vois. Donc, peut-être que demain, genre, ils font Mais les 20%. inquiéteurs, ils sont à J'espère qu'ils font combien? Ils sont à 20%. rien du tout. Bah, aujourd'hui, Ils genre, sont je sur sais les pas. plateaux de télé. Les à inquiéteurs, ils déballer font toute la peur. journée le fait que de toute façon ça sert à rien d'être de gauche en France parce que de toute façon on a perdu, parce que de toute façon on n'est pas unis donc on a perdu, parce qu'on n'a pas d'idée parce qu'on a perdu, parce que la droite a pignon sur rue donc on a perdu. Bon, qu'est-ce que tu fais concrètement là? Moi, je veux pas être désagréable, les garçons, mais en fait, sera pas qu'il désagréable. puisse y avoir. Merci. Je pense qu'on est déjà chiant, tu vois. Je peux y aller non, mais qu'il puisse y avoir le besoin d'avoir une ligne intellectuelle, une colonne vertébrale. Je veux dire, à gauche, on se plaint suffisamment des gens qui n'ont pas de colonne vertébrale idéologique pour trouver qu'il en faut une, que c'est très bien d'en avoir une. Par ailleurs, on sait aussi que le débat qu'on a là entre nous, entre caméras, est pas exactement celui qu'on a entre nous sans caméra autour d'une bière, et que parfois il sait aussi faire preuve d'un peu de doute, et ça se voit pas toujours là, mais parfois un petit peu. Et que je pense que sur le constat théorique, on peut avoir de profonds accords. La question qui se pose, et je rejoins ce que tu dis sur la place du doute, d'une forme d'humilité qui n'est pas que de l'affirmation, qui est après un peu dans les actes, et parfois un peu manquante dans les prises de position de Jean-Luc Mélenchon, au-delà d'Étienne. Non, moi je parle pas Mais- de Jean-Luc Mélenchon pour le coup. hein. Mais du coup, je pense quand même que de partager cette colonne vertébrale, c'est important pour la gauche. Et de se positionner par rapport à cette colonne vertébrale historique, c'est important pour la gauche. Je pense qu'on la partage. Je pense qu'on la partage très largement dans la gauche aujourd'hui. La question qui nous divise, c'est celle de la manière dont on y répond. Et là où on a une difficulté dans le débat qui s'est posé aujourd'hui, c'est que on s'était plutôt posé les questions de savoir comment institutionnellement on devait essayer d'évoluer, quelle participation, quelle autre forme de démocratie, quelle autre forme d'institution, quelle autre forme d'assemblée, que celle de se dire comment la gauche, à un moment donné, ben ouais, il y a un mur. Hein. Si tu veux nous montrer qu'il y a un mur, on l'a vu. Hein, parce que je veux dire que ce soit lui, moi, mais vous, je veux dire en fait des manifs, on en a fait plein. Et plein, et encore plein. Et du coup, bon, au bout d'un moment, ça tourne un peu en rond. Et la question, c'est de se dire comment aujourd'hui on fait
de ce bouillonnement, de ces difficultés, etc., quelque chose politiquement. Et la vraie ligne qui s'affronte, c'est de savoir si c'est par une forme d'affirmation dans la radicalité, qui du coup suppose pas beaucoup de nuances, ou est-ce que c'est dans une forme de discours différente qu'on peut parfaitement critiquer pour sa mollesse, hein, je l'entends, qu'aujourd'hui on arrivera à amener d'autres gens. On peut refaire le débat qu'on a eu là, mais je pense moi, je trouve qu'il est pas radical, Mélenchon. C'est ce que je voulais dire là, c'est que moi, ce qui me gêne, c'est la 6ème République. Je trouve ça très bien. C'est une ouverture très importante pour dire on rebat les cartes, on ouvre les règles du jeu, et donc il y a des possibilités autres. Mais c'est un programme assez classique. Oui, c'est pas en soi la 6ème République, c'est pas la. Il n'est pas en train de dire c'est parti, on va socialiser 30% du PIB et on va mettre en gestion des travailleurs ces 30%. Donc tu vois, bon, par contre, je suis d'accord avec toi. Il y a des différences sur la façon de faire et je pense, c'est la faiblesse de notre camp social, c'est que sur cette question démocratique, on n'arrive pas à penser à son extension ailleurs pour une raison. C'est qu'on n'est plus capable, à force de défaite, de poser la question de la répartition de où est-ce qu'on choisit, où est-ce qu'on est souverain. Et la question écologique est peut-être la possibilité de la réouvrir parce que là on dit attendez, si on veut vivre ensemble collectivement, on va devoir faire des choix drastiques de changement et on a compris à gauche, je pense, que sans le faire démocratiquement, là c'était impossible. Ça craint. Donc voilà, mais bon voilà. Sur ce, avec toute l'amitié qu'on porte aux gens qui nous regardent, on peut peut-être aller boire une bière entre nous sans eux. Et puis on n'a plus de bière de toute façon.